Alter Radio, une autre idée de la radio. Genio à Samio, nos piplis dans le pays. Mais combien d'années? Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, rivé 3h, lundi à vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes. Godson Pierre dans micro et puis Charlien Janville, bonsoir tout le monde. Mackenzie en face nous, li en technique là et puis l'autre collaboratrice a fait préparation pour yo river joindre nous. C'est première émission pour année 2026 ça et nous souhaiter que li bon pour même écoutez nous souhaiter tout que c'est une année qui porte fruit pour pays qui en difficulté nous connaît depuis très longtemps. C'est pas un problème d'une année sur l'autre, c'est un problème que nous traîné très très longtemps qui fourre pays ça en trou puis font chaque jour. Nous espérer que jour mois cap venir et année 2026 ça capoter Jean Gamonio qu'on dit qui choye de bon pour société noire qui c'est une société qui en difficulté en déroute même gens nous pour région ça a commencé Jean m'a dit dans une l'autre intervention sous le signe du fer et du feu et nous connaissons que ça pas douce pour nous, ça pas douce pour région 1 qui pral gen pour faire face à de gros défis et nous-mêmes entre-temps nous avons gros problèmes pas nous pour nous gérer et nous espérer que même si c'est difficile nous capables arriver joindre quand même une route et c'est responsabilité nous toutes haïtiens haïtiennes moun qui intéressé à pays à moun qui pour prendre décision moun qui engagé pour pays ça pour faire ça au capable geste qu'il faut pour nous capable joindre une route déjà nous avons une échéance qui arrivé là pas très longtemps c'est 7 février à peine un mois a gagné une décision importante qui pour sortir pour pays et a gagné tout pour déjà nous ouais plus ou moins qui route que n'a fait donc c'est ça qui l'emmène nous aujourd'hui nous répondre prendre responsabilité nous en tant que haïtiens haïtiennes et c'est avec parole ça bientôt nous espérer n'a gagner plus d'informations sur météo mais météo li préoccupé moun ici dans Port-au-Prince avec la région nous voyons que soleil la mal pour lever et nous voyons que bien bonheur matin on te gain la pluie et puis n'a regardé dans certaines régions d'après information que vous rapportez nous que ce soit le nord, que ce soit le nord là, pour nous gagner les derniers développements de situation, mais pour le moment, il est très difficile, Jeanville. Oui, il est très difficile. Entre-temps, ça nous a dit sur situation, c'est que gros la pluie tombée et dans la nuit de dimanche pour arriver lundi, dans les villes cap-haïtiennes surtout côté gain plusieurs rues qui inondées donc il parlait de rue 21 qui est totalement inondée en pile la boue actuellement couvrit en grande partie dans rue ça gagne circulation véhicule là li
t'es totalement paralysé, moun pas qu'à circuler et l'autre bois donc protection civile qui mandé pour population hein, pour les faire en pile pour prendre pile précaution surtout ça qui dans zone à risque pour yo déplacer parce que gain risque éboulement glissement de terrain donc pour yo rester vigilant le plus que possible donc c'est toujours et même message yo nous songe ça qui est passé dans dernière fois et Gola a été frappé Grand Sud là surtout exactement c'était le moment Mélissa. Exactement, dans le moment Mélissa, et c'est raison ça que fait taper ces joints avec un responsable membre de protection civile dans le Grand Nord là. Donc tu t'es dit nous que en réunion, gain que t'es dit nous que au souterrain, peut-être c'est ça qui rend communication difficile et pour nous et communiquer avec eux. Bon, de toute façon, nous connaissons que la vie quotidienne est perturbée en pile, surtout au Cap, deuxième ville PIA et c'est une ville qui est très importante puisque en pile communication aérienne, transport aérien, passé par le Cap et il paraît que situation aéroport au Cap, là, côté les trouver là, les très vulnérables et gagner information qui te fait nous comprendre. Le peuple vénézuélien continue la bataille, il y a tout un travail de préparation en termes de niveau de conscience par rapport à et qui j'en peux défendre pays. Il y a tout un réseau qui traverse tout le pays à travers tout un ensemble de communes qui mobilisées, qui préparées. Donc c'est pas un combat facile. C'est parce que le peuple vénézuélien a continué à défendre sa ville, a continué à défendre dignité. Et il est très important que tout peuple dans l'Amérique latine et Caraïbes ait conscience plus solidaire avec le combat ça, parce que c'est pas seulement le Venezuela qui est en question. C'est l'avenir même du continent. OK. En question. Mais m'entendez appel à mobilisation ça mais pour retourner sous cas et vice-présidente là et est-ce son hypothèse est-ce que on peut imaginer et parce que me lis ça dans 2-3 considérations qu'il a faites sous attitude li est-ce que l'État au courant de ça que tu as pral fait là? Bon, Bakazo, même pas quoi. Et comportement que le gain jusqu'à présent, son comportement très digne, côté pas céder à la panique, et côté respecter les provisions constitutionnelles, toujours réaffirmer que Nicolas Maduro est toujours président de la République, et il a assuré un intérimat en attendant le retour du président. Tu vois? Oui, donc, mais de l'autre côté, Trump affirme que vous mettez du jeu quand même. Et non, c'est important justement pour montrer que l'État n'est pas désarticulé. Pour montrer que des autorités en place et que le gouvernement continue à fonctionner. Et que tous les pouvoirs continuent à fonctionner. C'est ça très très important. Mais vous informez tout au niveau des États-Unis que tu as une conversation entre vice-président là et Rubio, qui est secrétaire d'État américain, et il dit que conversation te mettait américain à l'aise pour quitter le rythme là toujours. Bon, alors il faut faire très attention à ça qu'articuler un objectif provoquer le plus de zizanie possible à l'intérieur du pouvoir chaviste, de façon que il y a une suspicion que y en a fait suspecte l'autre de trahison, etc. Donc c'est commencé même avant et faire ça. Donc il faut faire très attention et il faut nous être prudents par rapport à l'information. Oui, mais en même temps, il y a deux considérations réelles qui pour faire peut-être tout le monde doit demander qui ça expliquer que Cubain était aussi présent dans la sécurité Maduro. Bon, c'est tout à fait normal dans le cadre des logiques internationalistes, parce que c'est justement une dimension projet Chavez. Son projet essentiellement internationaliste. C'est pas par hasard que toute COP a été débloquée dans le Pétro-Caribé, par exemple, pour Haïti. Donc, il est clair que gagner une logique globale de défendre les projets qui dans le continent, qui sont des projets anti-impérialistes, des projets qui défendent l'intérêt peuple. Donc, il y a des rapports très étroits entre Cuba et le Venezuela, et l'armée cubaine a tout un ensemble d'expériences accumulées, notamment à travers grandes victoires que tu as remportées en Afrique, que tu as libéré tout un parti dans le continent africain. Donc, il y a toute une expérience qui était très, très utile et qui très certainement continue à mobiliser
pour capable défendre le projet bolivarien. Parce que, encore une fois, c'est pas seulement le projet du Venezuela. Oui. C'est un projet continental et Haïti, ça doit, le peuple haïtien, ça doit comprendre justement l'intérêt pour les connecter avec le projet ça. Même Jean Miranda, c'est comprendre pour le connecter avec Dessalines. Même Jean Simon Bolivar, c'est comprendre pour le connecter avec Pétion. Et connexion fraternelle, ça, c'est un rôle très important dans la libération Amérique latine. Mais, en parlant de région, justement, et menaces américaines très claires sous Cuba, sous Colombie, entre autres, bien que, par contre, si je ne pas arrivé réunir toute information, je attendre des réactions au Nicaragua, qui c'est un autre élément dans la région qui poids historiquement, hein. D'une part, mais qui ont une attitude tout en face politique américaine. Non? Et comment ou même une perspective au niveau régional? Bon, nous pensons qu'au niveau régional, c'est une erreur que les Américains ont fait qui pourrait affaiblir la présence politique américaine au niveau continent et après renforcer les projets de souveraineté, les projets d'autodétermination. Il a renforcé tout le réseau qui a été construit pour échapper à la domination impérialiste. Et donc, le pouvoir de la force. Non, mais justement, c'est que c'est pas la force c'est pas seulement la force qui triomphe. Hein. Nous pouvons ça. Haïti prouvé, Vietnam démontré, Cuba démontré. Ça fait 67 ans qu'il a fait tout effort possible et imaginaire pour craser la révolution cubaine. Il n'est pas capable. Tu vois? Qui est en grande difficulté d'après information. Oui, bien sûr, il y a une grande difficulté, mais il n'a pas crasé. La révolution cubaine, toujours campé. Après 67 ans, et c'est 67 ans de travail continu et systématique de l'impérialisme, il n'y a pas jamais capable de réussir. Ou pas craindre un retour Il n'y a pas réussi à craser le projet bolivarien non plus. Ou pas craindre un retour des interventions américaines dans ça a été fait dans les buts des années 1900 dans la région 1? Et bon, pas quoi. Bon, évidemment, son scénario possible, mais nous avons une conjoncture totalement différente. Et il est plus difficile compte tenu du niveau de mobilisation des forces américaines sur d'autres scénarios, sur d'autres terrains. Il est très difficile pour s'engager dans des aventures militaires, purement militaires, dans le continent jeudien. Okay? Bon, évidemment, et ça peut dépendre tout de l'attitude de l'ensemble du pays, tant au Brésil, tant au Colombie, etc. Qui c'est des forces militaires extrêmement importantes et qui, bon, je dis, qui dénoncent ces questions avec un pile fermeté. Et il y a plus de 13 pays qui condamnaient très fermement ça que Trump fait. Hein. En Amérique latine, non? Donc, non, au niveau mondial. Au niveau mondial. De 13 pays. Et qui peut, hein? C'est peu. Hein? Très peu. C'est peu. Oui, non, c'est débat qui fait tout de suite après, c'est-à-dire le 4. Nous avons ça qui passe aujourd'hui dans le Conseil de sécurité, c'est un important. Et le continue. Donc, pensez que c'est un empire agonisant. Ouais. Mais forme d'opération éclair, ça, tant que ça fait le Venezuela contre Maduro avec Madame Nian. Est-ce que le Patak a tout, permettre nous question ça, inaugurer une forme d'action éclair des États-Unis dans la région, dans l'autre pays tout? Non, pas quoi, parce que justement, le résultat fondamental n'est pas atteint. Le résultat fondamental n'est pas atteint. Maintenant, et dans les prochains jours, on a pour qu'il y ait un rapport de force au niveau du Venezuela. Et très certainement, l'équipe Trump-là a fait, aux petits gens, mettaient un fait de ralentissement. A freiner le processus, parce que c'est un processus qui finalement a gagné des effets contraires par rapport à l'objectif que les Américains gagnent. Avant de libérer, et Haïti, qui ça pour le retenir dans le dossier ça après, et ça fait une passée? Je me dis Haïti, m'a parlé de l'État haïtien. Bon, l'État haïtien doit comprendre que justement, l'une des lignes principales que le gagne, c'est l'impérialisme américain. Il y a un paquet de politiciens haïtiens qui toujours pensaient qu'ils sont capables d'entendre avec les États-Unis, pays amis, etc., de faire sortir une illusion ça, et justement comprendre que depuis 1915, ils ont construit des mécanismes de tutelle,
et mécanismes de tutelle, ont une grande part de responsabilité dans la situation objective que le pays a vécu aujourd'hui. Donc, il est très, très, très important que gagne une prise de conscience par rapport à la nécessité pour que gagne une reprise en main de souveraineté paysanne sur le plan alimentaire, sur le plan politique, sur le plan commercial, et qui est capable de permettre que nous construisons un véritable projet dans le bénéfice majorité monde dans le pays. Donc, alors, je pense que le gouvernement haïtien a dû condamner très fermement. Ça que vous pouvez faire jusque-là. Pourquoi fait ça? Oui, non, il n'y a pas fait pour faire et puis inauguré avec des salines, pétions et autres. Et justement, que nous comprenons que justement l'avenir Haïti passait justement par un renforcement des liens avec les projets anti-impérialistes au niveau continental. Justement, en parlant de l'avenir d'Haïti, est-ce que Haïti a un destin en dehors des États-Unis? Bon, c'est pas en dehors, mais très certainement, destin Haïti, pour les capables d'aller dans le sens d'épanouissement, de prospérité, d'y passer par une sortie très claire par rapport à la dépendance extraordinaire qui est installée depuis 1915 au coffre l'estomac pays. OK? Ne pas accepter que c'est les États-Unis qui décident qui est le président d'Haïti, qui est le premier ministre. Ne pas accepter qu'ils ont décidé des résultats des élections. Ne pas accepter qu'ils ont décidé qui est politique économique à appliquer dans le pays, qui est qui doit arriver la douane qui appliquer. Tout autant que c'est ça qui fait, évidemment, il y a pas des décisions qui allaient dans le sens des États-Unis. Donc nous-mêmes, nous devons prendre des décisions et des politiques macroéconomiques et des politiques publiques qui sont en faveur de la population. Donc il demandait une reprise en main de tout mécanisme fondamental qui permettent nous de gagner un nouveau projet qui est capable de permettre que nous résoudre la crise là et que nous entrions dans un sentier de construction nationale qui justement fait que nous avons une véritable sortie par rapport à 1915, parce que depuis 1915, c'est le même mécanisme de contrôle et de tutelle qui est installé sur le côté pays. Eh bien, nous remercions pour la disponibilité. C'est un plaisir et nous pensons que c'est un événement qui justement a doué l'objet de beaucoup de débats. Nous sommes capables d'éclaircir, par exemple, le profit extraordinaire obtenu à partir et le fait que, par exemple, en quelques années, Venezuela réussit à construire une souveraineté alimentaire. Avant Chavez, 80% des produits alimentaires venaient de l'extérieur. Je dis à 85% des produits alimentaires ils sont dans le pays. Okay, donc, c'est des résultats spectaculaires et qui doivent servir d'inspiration par rapport à la volonté que nous gagnons pour nous construire Haïti véritablement. Mais en général, dans le résultat, vous mettez accent sur des conséquences, tant que par exemple 8 millions de Vénézuéliens qui en exil, ils dit dans plusieurs pays, dans l'Amérique latine, dans l'autre côté, dans le monde. Oui, mais ça, c'est pas résultat projet. Ça, c'est justement résultat sabotage projet. C'est résultat de blocus qui fait que l'exportation pétrolière Venezuela, qui était plusieurs dizaines de milliards, passé à quelques centaines de millions en quelques années. Côté bloqué complètement la possibilité pour que Venezuela exporte les richesses qu'elle gagne. Et ils ont créé un blocus total de pays. Les fameuses mesures de coercitive unilatérale. Côté qu'il y a plus de 1000 mesures coercitives unilatérales qui sont appliquées contre Venezuela. Et ça pour nous saluer justement ces résistances projet bolivarien qui malgré tout pas effondré. C'est non seulement pas effondré, mais il réussit, je dis, sorti dans ma race économique. Par exemple, pour l'année 2025, c'est Venezuela qui quitte l'Amérique latine. Okay. Et la plupart de côté, vous parlez de Maduro, en général, je dis... Bon, qui a répété les matrices d'opinion de la presse impérialiste et qui pas du tout connaît sa capacité dans le Venezuela. Okay? Et gagner, justement, les projets Chavez sont projets qui gagnent, justement, aux dimensions profondément démocratiques. Okay? Par exemple, c'est au Venezuela seul que gagner, par exemple, des élections pour que chaque commune décide qui projet qui est prioritaire et qui mécanisme de financement projet ça. Donc, gagnons là. Mais les États-Unis avec l'Europe, ils disent que c'est volé, monsieur volé l'élection. Non, mais ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et c'est si bon pays, d'ailleurs, c'est si bon pays qui a un système électoral crédible, c'est le Venezuela. Et même Jimmy Carter a reconnaître qu'il dit dans toute élection comme observateur
le système électoral vénézuélien qui est bon, qui est confiable. Donc ça c'est propagande que fait justement pour être capable de jeter Maduro. Et on fait toute bagaille pour essayer de saboter l'appareil électoral là. Même gens en Haïti, l'élection qui fait, ils ont décidé qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui a perdu. Donc non, c'est vraiment une démocratie. C'est un pays qui a construit sous base de participation. Il y a une loi par exemple sur les communes socialistes qui est extraordinaire et qui crée des nouveaux mécanismes de participation qui allaient beaucoup plus loin que la démocratie libérale classique imposée par l'Occident. Eh bien, encore une fois, merci. Ouais, nous obligés qu'il doit aller. Nous sommes contents. Il y a l'autre aspect, nous peut garder, nous espérons, nous faire ça une prochaine fois pour M. Camille Chalméas. C'est avec grand plaisir. Parce que c'est un sujet qui est à mériter approfondi. Effectivement, c'est économiste en professeur alternatif, PAPDA. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. La météo. Alors, nous restons le temps que nous faisons une coordination pour nous faire, nous recevoir Farah pour météo. Écoutez bien, hein, parce que ces jours-ci, intempéries terribles, Farah ça gagne. Merci Godson. Il y a danger inondation Bride-Soukou pendant journée à Kaswe dans le département nord-est, nord, nord-ouest, plateau central, sud-est, sud à Grandance. Il y a en masse les frettes qui la cause humidité sous îles Caraïbes. C'est une situation qui a bon genre activité la pluie pendant journée à Kaswe sous département nord-est, nord, nord-ouest, plateau central, sud-est, sud, Grandance, Nip à l'ouest. L'air lui-même paraît fret depuis 1er janvier, sorti dans 32 degrés Celsius, température va descendre entre 24 pour 20 degrés Celsius dans Assoy. Qui j'en sais côté qui gagne bon quoi ici. Santo Domingo température entre 21 à 27 degrés Celsius, Miami entre 22 à 25 degrés Celsius, Boston entre -6 à -3 degrés Celsius, New York entre -2 à 1 degré Celsius, Philadelphie entre -1 à 1 degré Celsius, Mexico entre 12 à 23 degrés Celsius, Montréal entre -12 à -10 degrés Celsius, Toronto entre -5 à 0, Brasilia entre 15 à 22 degrés Celsius, Santiago, Chili entre 14 à 20, entre 24 à 26 degrés Celsius. Merci Farah. Ou toujours sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org, et n'a continué à développer thème qui est très important pour nous aujourd'hui, qui concernait ça qui a passé dans la région depuis le américain fait intervention ça Venezuela, une intervention éclair côté au président et à Lavel ensemble avec madame Né. Gen observateur nous compte parler yo gen quelques temps yo rare observateur qui te prévoit situation qui arrivé là. Et c'est Dali Vallet, politologue éditorialiste qui est en ligne avec nous. Monsieur Dali Vallet, bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Jean. Et bonsoir à tous les auditeurs qui sont à branchés. Mais oui, meilleurs vœux. Côté mon optimiste par la volonté ou pessimiste par la raison. Donc quelque chose à nous être optimiste avec ses vœux. Et maintenant pour parler directement dans le téléphone là, qui permet de nous passer mieux parce que là nous te gagnons avec un son un peu lointain. Ah, beaucoup mieux maintenant. Beaucoup mieux. Ouais, nous t'avons dit que ou c'est rare observateur qui te prévoit situation que ni là aujourd'hui et États-Unis avec Venezuela que le TK privé, est-ce que il n'a pas assisté à une affirmation ou une confirmation hégémonie ou bien puissance américaine là? Bon, par contre c'est son confirmation de l'hégémonie américaine. Comme j'ai dit que c'est confirmation de la toute-puissance américaine dans l'hémisphère occidental, je dirais du continent américain en général. Bon, évidemment, les États-Unis se sont appropriés le nom du continent américain, il était tout l'Amérique. Alors que, en imaginant un pays en Europe qui s'arrête de l'Europe. Tu comprends? C'est-à-dire que
même au niveau du discours géopolitique, tu vois l'intention des États-Unis de s'accaparer de tout un continent. Et d'ailleurs, discours, déclaration, c'est pas même Trump, Marco Rubio, clair lui-même. Rubio allait beaucoup plus loin que Trump. Trump lui-même, il dit comme ça que, bon, il va le pétrole, il va gouverner Venezuela de manière transitoire. Et puis, le pétrole ne passe sous contrôle pour faire un pile l'argent. Donc, autrement dit, Trump lui-même, il n'est pas caché. Attention, mais Rubio lui-même, il est pris des marches d'un point de vue papier où Rubio à la fois et conseiller à la sécurité nationale, il n'est pas intérim, et secrétaire d'État. C'est-à-dire que c'est deux fonctions qui sont importantes dans le pouvoir américain, mais Rubio est tous les deux. Et monsieur dit clairement hier, le continent américain leur appartient. Ils n'ont pas quitté personne monde dans l'autre région qui ne prend rien. Il cite nommément l'Iran, il cite nommément la Russie, il cite nommément la Russie et la Chine. Et puis il dit aux acteurs, il n'est pas question que ces pays viennent et prendre ou bien s'accaparer des richesses de la région, du continent. Et il emploie le terme du jardin. Ok, ça nourrit traditionnellement la géopolitique américaine latine à l'arrière-cour des États-Unis. Il emploie le terme de jardin. C'est le jardin de l'Amérique. Le jardin de l'Amérique. Donc, et il y a, nous croyons que nous faisons une série d'émissions qui annoncent cette base. Moi-même, j'ai fait plusieurs publications sur ça sur Facebook parce que les intentions, au-delà des intentions, au-delà des discours, il faut regarder justement, comme des capables la tendance lourde, les dynamiques de fond qui traversent politique étrangère américaine, non? Et notamment depuis Donald Trump 1, et l'autre président américain le connecte de dot, comme si l'on connecté 2.0 de Donald Trump 1.0 à Donald Trump 2.0. Maintenant, il n'est plus lié, il n'a plus la contrainte d'une réélection, tu vois. Donc, autrement dit, il va aller jusqu'au bout de ses pulsions, impériales. Et nous analysé même pour Groenland, nous avons analysé même pour Canada, nous avons analysé pour le Panama, nous avons analysé après discours, nous avons analysé tout même pour tout le reste du continent américain, même dans notre sphère caribéenne, et les choses bagailles à déployer. Tant qu'on a annoncé, tant qu'on a Trump qui a annoncé, évidemment, nous autres, on peut le monde qui n'est pas attentif. Et il ne doit pas prêter attention à discours. Mais moi-même, je n'ai pas prêté attention en pile à discours en président américain, surtout la publication le mois de novembre et la fin novembre de stratégie de sécurité nationale américaine. Tu vois? Il est clairement dit que dans ce document et de stratégie de sécurité nationale américaine, il dit que ils vont restaurer leur hégémonie dans la région, dans l'hémisphère occidental. Il dit qu'ils ne se cachent pas. Maintenant, est-ce que dans ce sens, donc, opération ça qui paraît comme une opération éclair, bon, qui de fait sont opération éclair, puisque ça a duré quelques heures de temps, moins que 3 heures, d'après ça. Non, je ne dirais pas que c'est une opération. Est-ce que l'État a inauguré un type d'action que les États-Unis TACA mènent dans la région, dans l'autre pays? Bon, en tout cas, moi-même, l'opération pas éclair. L'opération pas éclair. On dit que la phase terminale de l'opération était éclair. Parce que toutes les mises en place ont commencé faire depuis le mois de septembre. Oui. Depuis en septembre. Donc, autrement dit, qui ça nourrit l'opération? Est-ce que l'opération, c'est l'exécution finale donc, on ne pas croire que la conclusion d'une tragédie, c'est la tragédie elle-même. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs actes, et des didascalios qui commentaient autour de actions, tu vois? Donc, il faut que nous mettions bagailles, nous restituions dans diaconie, ça met des diaconies, il dit que la ligne est temporelle, la ligne temporelle. Alors, il dit qu'on temporalité.
Ouais. Et la temporalité n'était pas l'exécution de l'opération. Depuis septembre, il y a toute une armada des États-Unis qui se sont installés autour du Venezuela, dans la mer des Caraïbes, là où nous sommes, avec justement porte-avions, toute qualité, brigandaille, engin, et qui est capable d'être imitant et destructeur possible et imaginable, eh ben, ils étaient installés là. Non seulement ils ont commencé, deuxièmement, ils ont mis des blocus naval pour le pétrole sur le Venezuela. Après blocus naval là, ils ont passé à l'exécution de soi-disant de monde qui l'ont fait trafic sous bateau, et puis c'était de ces pêcheurs. Qu'on a passé l'autre phase, ils ont saisi pétrolier et qui a fait pétrole Venezuela, et nous va carrer les opérations éclairs. Il y a eu une opération qui s'est déployée en plusieurs phases sur une temporalité capable de 3 à 4 mois. Oui. Est-ce que tu vois? De 3 à 4 mois. Maintenant, le seul obstacle que vous déjoignez le mois de décembre là, c'était justement un pétrolier qui t'a pris le pétrole Venezuela, qui t'a sorti Iran pour aller Venezuela, et puis Américains, regarde que les Américains voulaient intercepter le pétrolier, puisque soi-disant ils étaient sous le blocus. Mais qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils ont changé le pavillon, ils ont modifié le pavillon pour dire que le bateau maintenant bat pavillon russe et que la Russie directement, voyons notre diplomatique par le département d'État, pour dire que pas moyen bateau, ça c'est des bateaux. Donc il vient de faire que les États-Unis pas de jamais capable d'intercepter bateau ça. C'était là que dérivé. Et après action ça, tu vois, c'est après action ça qu'on a exécuté dernière phase là. Parce qu'ils se sont rendus compte que plus ils attendent, et plus il sera difficile pour eux de faire respecter le blocus naval. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? En fait, il fallait passer à une phase, puisqu'il allait y avoir des résistances venant de la Chine, venant de la Russie, d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, la Chine, tout pendant le blocus américain était annoncé, bateau chinois ont continué pour aller directement vers le Venezuela pour aller prendre pétrole. Donc, ils n'étaient pas intimidés. Maintenant, et les États-Unis, ils ne sont pas stupides. Ne voulant pas avoir en face d'eux et ne voulant pas avoir à confronter ces deux puissances qui sont évidemment très très lointaines de leur frontière, en tout cas du continent américain, mais qui sont aussi très présentes dans le continent américain, ils ont préféré maintenant passer à la phase de démantèlement du régime de Maduro. Sous point ça, Dali Valet, est-ce que son simple assaut est pour pétrole uniquement, ou bien est-ce que c'est pas parce que Venezuela osait défier les États-Unis dans approfondir rapport avec la Russie, avec la Chine? Donc maintenant, si tu inscris ta question dans le cadre de Capabdio et Venezuela qui a défié la Russie, qui a défié les États-Unis. En fait, opération paralysée pour neutraliser un adversaire des États-Unis, c'est pas ça opération, comme si en parlant de Maduro, c'est pas ça objectif opération. L'objectif de l'opération, c'était de rétablir justement la toute-puissance américaine dans le continent. Au détriment de tous les autres compétiteurs. Maintenant, Maduro a fait toute vie, bon, de toute façon, Maduro, Chavez, a fait toute vie, mais côté États-Unis, tout pendant son pouvoir, États-Unis va faire intervention, quand même. Tu vois? Donc maintenant, et c'est pas un moment, côté le régime de Maduro n'avait pas beaucoup de légitimité, ni populaire, ni politique, ni constitutionnelle, pour être ébranlé par les rodomontades, ou du moins les fanfaronnades de Maduro. C'était pas ça la question. La question, l'enjeu, c'était justement de rétablir la puissance américaine, de réaffirmer justement la doctrine Monroe avec son corollaire, ce qu'on appelle le corollaire Trump, avec dit que il y a eu le corollaire Roosevelt. Le corollaire Roosevelt qui a valu à Haïti, des pays, l'Haïti, le pays de l'Amérique, qui était venu subir
et intervention américaine. C'était le colonel Roosevelt de la doctrine de Monroe de 1823. Mais en fait, il y a quelque chose de très fallacieux dans cette doctrine, parce que quand cette doctrine a été adoptée par Monroe en 1823, c'était au prétexte qu'il fallait protéger les anciennes colonies, ok, les anciennes colonies européennes, notamment portugaises, notamment espagnoles, notamment françaises, dans le continent, contre toute intervention et influence de puissance européenne. C'était ça, la doctrine de Monroe. Mais en fait, à la fin du 19e siècle, justement, cette doctrine de Monroe, avec l'idée qu'il fallait protéger le continent, les anciennes colonies européennes dans le continent contre les puissances, les métropoles européennes, eh bien, il vient de donner qu'on y a un instrument de domination, d'interventionnisme, d'extractionnisme aussi. L'extractionnisme, c'est quoi? C'est l'idée, justement, de prendre des prétextes et toute qualité de prétexte. Dans le cas haïtien, nous songeons dans l'intervention américaine, c'était pour établir l'ordre. Pour établir l'ordre, et puis l'intervention a duré jusqu'en 1934, avec tout le vol, toute massacre. Nous connaissons l'architecture. Mais en fait, l'extractionnisme, c'est quoi? C'est l'idée que de créer, de susciter des règlements, des narcotrafics, hein, tu te rappelles. Sur les jours, c'est le narcoterrorisme. Le narcoterrorisme permet quoi? Il permet justement d'adjoindre les forces militaires aux opérations de police. Tu comprends? Aux opérations, parce que le terrorisme, il dépassait le cadre des opérations de police qu'on a habitué faire. Il fallait inventer un nouveau concept qui juridiquement et politiquement capable de dire bail un certain fondement à opération que besoin de faire. Donc c'est le régime de Trump qui a inventé le narcoterrorisme. Et opération tu as fait bien avant ça dans la mer Caraïbe là. C'est bien. Opération a été lancée dans la mer Caraïbe là, côté a détruit des gens qui n'envoyaient. C'est l'armée qui a fait, on va dire. C'est l'armée ensemble avec nous, oui. Le fait qu'ils ont inventé le concept narcoterrorisme, c'était pour être capable de légitimer l'adjonction des forces militaires aux opérations de police que la DIE qu'on menait. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc c'était ça l'idée. Donc maintenant, il y a une théâtralisation, évidemment, dans l'histoire. Et c'est ça qui va ramener nous à Manuel Noriega. Mais en fait, Manuel Noriega ne constituait pas, et le Panama n'était pas une plateforme géopolitique qui te menaçait les intérêts américains. Contrairement à Jodir. Et ça permet de dire que dans la mise en scène, dans la théâtralisation, il y a des capables de concordance, il y a des capables de recoupement. Ouais. Mais sur le fond, c'est deux opérations avec des objectifs différents. Des objectifs différents. Dans le cas du Panama, c'était un ancien agent de la CIA, en parlant de Manuel Noriega, qui était en rébellion, et puis en même temps, il était dans le trafic de drogue de manière avérée. Dans le cas de Maduro, c'était un régime avec un discours, une idéologie anti-américaine déclarée, et ensuite qui alliait à des puissances extra-continentales qui sont en compétition et avec les États-Unis dans la géopolitique mondiale. Est-ce que tu vois? Mais pour qui ça est la main tendue de Maduro à la fin, presque la veille, et intervention en fait, Américain va occuper? Bon, en fait, la main tendue, est-ce que c'était une main tendue ou du moins c'était... Parce que M. Nedil paraît pour quitter, pour exploiter pétrole là, pour Américains viennent exploiter pétrole là avec eux, pour participer dans la lutte contre drogue là, etc. Non mais attends, en fait, il y a un bagage nous pas comprendre, il y a un bagage que le public là, pas saisi la bagage ça. Et... So, courte avant nous pour une petite pause, s'il te plaît.
Yeah. La connexion Venezuela, il y a l'autre connexion territoriale aussi. Et ça fait que quel que soit sa Maduro te dit, il va t'intéresser ni Donald Trump, ni Marco Rubio. Parce que Marco Rubio a fait du dossier du Venezuela un dossier personnel. Oh. Personnel, allô? Oui, n'attendons. Un dossier personnel. Il y a la question de la Grenade qui est tout près du Venezuela et que Venezuela a un conflit territorial ensemble avec eux. Et à côté, il y a là une des plus grandes compagnies pétrolières des États-Unis que le Venezuela a mis dehors, qui Grenade, et que Venezuela lui-même, il a revendiqué un espace régional, la frontière de pays qui est pétrole là-dedans. Que la compagnie américaine a exploité. C'est Guyana ou Grenade? Guyana, je m'explique. C'est Guyana. Donc maintenant, connexion, faut intégrer la Guyana dans l'équation, ou mettre Venezuela, et l'ultime paramètre que nous devons pas oublier que Maduro c'est fils d'immigrés cubains, et pas oublier que Cuba et Rubio c'est fils d'immigrés cubains. Rubio, pas oublier que Donald Trump vient avec l'idée que Venezuela, tout pétrole du Venezuela, toute infrastructure, c'est pour Américains, c'est pour les Venezuela voler depuis les années 70. Bon, évidemment, il y a une part de vérité. Il y a eu la nationalisation, évidemment, sous Chavez, mais il n'y a pas eu vol. Et les rétrocessions qui ont été faites pendant les années 70 étaient négociées avec les compagnies pétrolières américaines. Est-ce que tu vois? Ouais. Maintenant, l'autre question et que nous devons envisager, c'est que Rubio pensant que, étant donné qu'il y a une sorte la question vénézuélienne et la question cubaine, c'est des questions jumelles liées pour Marco Rubio. C'est jumelles. Ils ne sont pas séparés. C'est pas une jumelle, non, c'est siamois. Et c'est ça qui fait que Kounia là, et il dit que parmi les pays qui l'en loupe américain, il y a Cuba, il y a Colombie. Mais c'était ça l'intention de Rubio. Rubio a su convaincre Trump de politique de revanche ça. Et de neutraliser Venezuela, automatiquement, c'est affaiblir Cuba. C'est ça l'idée. Mais tout ça, c'est le travail de Rubio. Et c'est le travail de Rubio. Rubio a voulu renverser Maduro depuis, pendant tout son mandat de sénateur. Tout son mandat pendant qu'il était président des affaires étrangères, de la commission des affaires étrangères au Sénat américain. Donc c'est une revanche personnelle et cette revanche ne va pas s'arrêter à Venezuela. Ouais. Mais juste avant, vraiment quelques secondes, est-ce que c'est pas minimiser le président américain Trump, par exemple, nous dit que c'est Rubio qui est tout bail, parce que en fait c'est une politique que le président américain a assumée. Oui, non, c'est pas minimiser Trump, mais pas oublier que dans un cabinet, il y a le choc des arguments. Pas oublier bon théorie de Obama te remet en pile, mais qui t'est venu qui t'est venu d'un président et comment ça t'est aboli l'esclavage là, oui, qui t'est sorti Illinois à Chicago, même avec Obama, Abraham Lincoln. Et maintenant, bon, livre est un historien américain écrit, Doris Tiello, et de Team of Rivals, ça veut dire que il y a une équipe de rivaux. Ça vient de Abraham Lincoln et Obama vient ensemble avec lui, et Trump a oublié que Monsieur Rubio, c'était c'était l'un des adversaires les plus féroces de Donald Trump pendant la campagne électorale. Nous sommes jamais à ça. Et puis, là, il vient choisir Rubio comme candidat, pas oublier que Rubio n'est pas dans la même ligne idéologique que Donald Trump. Oui. Rubio, c'est un néoconservateur. Est-ce qu'on va conclure avant nous prendre une petite pause? En fait, ce que je veux dire, c'est que
c'est pas une question de minimiser Trump, c'est du choc des idées en dedans cabinet au président, à un certain moment, il y a un député tranché, président penché. Okay. Mais Trump lui-même n'est pas un néoconservateur. Trump, c'est un conservateur nationaliste, protectionniste, et d'ailleurs tout le mouvement MAGA, c'est ça. C'est chrétien, c'est le nationalisme chrétien qui est là dans le tout protectionniste, qui passe dans la logique de la guerre, changement, régime change, les changements de régime. Et sous ça, peut-être, nous avons une question tout à l'heure, mais qu'on y en a pris une petite pause, nous, avec confrère nous qui spécialisé tout en relations internationales, Dali Vallet. Fauter l'idée. Non, fauter l'idée. Stop. Information. Alter Radio. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Qui fait nous faire un petit temps. Bienvenue Emmanuel et meilleurs vœux. Merci Godson et bonsoir tout le monde qui a écouté Alter Radio. N'a besoin de texte au site Alter Press là. Côté la police nationale d'Haïti a annoncé qu'il va augmenter l'opération Lio sur tout le territoire national là. Et puis il précisé l'a cherché chef gang Beléa James Lay qui kounia dans marron. Plusieurs bandits mourir et puis la police dit saisir pile zam la guerre pendant l'opération li menée dans zone Belé à Kakaye entre mardi 30 décembre et vendredi 2 janvier 2026. Plusieurs quartiers dans la ville au Cap, dans le département nord, en bas de l'eau, après gros la pluie qui tombait dimanche soit 4 janvier pour arriver lundi 5 janvier 2026 là. D'après information Alter Press ramassée, la pluie a continué tomber lundi 5 janvier pour arriver mercredi 7 janvier dans plusieurs départements tant que nord, nord-est, Grand-Est et une partie dans l'ouest. C'est sa unité hydrométéorologique annoncée dans le bulletin météo. Parmi les textes sur ce site là, n'a besoin Haïti intempérie, plusieurs zones inondées au Cap Haïtien, Haïti gang, plusieurs bandits abattus, un arsenal de guerre saisi au quartier Bel-Air et à l'Arcaillé. Haïti crise, les autorités de transition préconisent l'unité nationale et la responsabilité collective. États-Unis, Venezuela, Trump revendiquent une opération militaire totale. Caracas réaffirme Maduro, président, la région en alerte. C'est quelques titres n'abjoignent sur site alterpress.org. Merci beaucoup Emmanuel. Haïti dans les médias. Rapidement, c'est avec Marie Farah Fortuné. Merci Charlien. Une opération PNH là permet la police mettre main sous plusieurs monde yo suspect qui n'a mauvaise affaire et puis mettre l'autre dans zone Akaye d'après haitilibre.com. DCPJ a cherché Nelson Prudhomme et Marcus Louis, yo considéré comme monde qui dangereux selon le nouveliste.com. Chauffeur a bloqué circulation Carrefour Port-au-Prince jeudi lundi comme forme protestation contre nouveau poste péage nek exam metté d'après vendebfinfo.com. Et puis on marche l'église accepté Vaudouan fait Port-au-Prince samedi pour demander la paix pays d'Haïti d'après gazettehaïti.com. Merci Farah. C'est toujours Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Nous retournons, venons joindre confrère nous Dali Vallet pour continuer à analyser situation ça qui paraît dans la région. Quelque part, nous te dit que c'est pratiquement une année qui commençait sous le signe du fer et du feu. C'est ça que nous nous t'avons partagé avec nous lecture pas. En fait, le fer et le feu, m'ba connaît non, c'est Max Fabrice même l'histoire, tu vois. Même Europe là, l'Europe tout fait près de 70 ans là, depuis la Deuxième Guerre mondiale dans une sorte de paix. Dans une sorte de paix, il a joui de en sorte de paix relative sous le parapluie de sécurité américain. Et puis, toute la brise est revenue. Tu vois, la guerre est revenue en Europe avec l'intervention russe en Ukraine et le continent américain lui-même, l'interventionnisme américain traditionnel du 19e siècle. Et tonton Sam retournait encore avec gros bâton de la mer pour une extraction de ressources dans la région.
et puis mettez des régimes sympathiques. D'ailleurs, autant des sanctions. Si madame qui est en vice-président qui remplace Maduro, s'il n'est pas obéi, il fait tout ça américain, il a bien qu'on sort plus mal que Maduro. En fait, nous analysons sur situation ça, c'est-à-dire du point de vue interne au Venezuela, comment opération ça possible, et d'une part, et puis d'autre part, impact li et comment se fait-il que ces régimes Maduro qui continuent à travers vice-présidente là? Bon, en fait, les Américains ne sont pas stupides. Et les Américains... En premier volet, comment ça possible? Parce que nous avons des Cubains qui étaient en sécurité, enfin, on peut voir le Cubain en sécurité, et puis, information rapportée que CIA noyauté, gouvernement, enfin, toute une série de... Ils ont infiltré le gouvernement. Oui, ils ont infiltré le même... on dit noyauté, c'est pour aller pilote, parce que je dis que ils ont pratiquement maîtrisé tout mouvement que Maduro a fait jusqu'à ce que ils ont même construit une réplique de côté l'abdomen pour être entraîné et voilà, donc c'est ça on m'a demandé comment tout bail ça vous fait. Mais ça te montre que Maduro n'avait pas un appareil de sécurité solide. Et remarquons que quelles que soient les opérations qui a été faites contre Cuba dans les années 60, dans les années 70, tout est échoué. Qui raison qui fait échoué? Parce que Cuba a un système de sécurité et Cuba, c'est le pays d'Amérique latine et qui gagne le service d'intelligence qui est plus efficace. Cuba est arrivé infiltrer l'appareil politique et militaire américain pendant longtemps. Et à faire recherche, même je suis très intéressé à ce domaine là. Et Cuba, c'est pays qui est infiltré en termes d'intelligence le système américain. Donc, autrement dit, c'est une raison qui fait que Baladio, par exemple, et opération CIA, par exemple, qui a réussi. Soit on fait Venezuela. Et c'est peut-être ça qui fait que Maduro t'a fait confiance à un point tel que d'après information, il y a plus d'une trentaine qui mourit dans l'opération ça qui t'est trouvé au voilà, maintenant, c'est la première ligne de défense de Maduro, c'était les Cubains. C'était les Cubains en termes de sécurité. Donc, ces Cubains ont été fait confiance. Et que maintenant, tu sais que l'armée aussi, généralement, l'armée, dans toute l'Amérique latine, ils ont gagné des connexions soit avec le DIA, Defense Intelligence Agency. C'est le département d'intelligence du Pentagone. Tu vois? Donc, autrement dit, et la difficile pour jouer dans l'armée, la continent, qui pas gagné connexion avec qui pas de connexion avec les États-Unis, avec le gouvernement, avec les États-Unis, parce que il y a un budget pour ça. Pas oublier les États-Unis. Mais sauve les dit par là, sauve les insinuer. Je voulais dire que attends nous depuis l'Amérique latine, bon, nous parlons que Jean-Amérique qui a défendu Bolsonaro au Brésil, qui sont anciens officiers, anciens colonels de l'armée, ok? Donc maintenant, tous les coups d'État qui te qu'on fait l'Amérique latine pendant la guerre froide, qu'est-ce qu'on fait de l'armée? Mais sous qui bénédiction, c'est IA avec les États-Unis. Donc nous pensons que tout réseau d'intelligence yo disparaît comme ça un bon matin. Pendant que dans l'armée, on va jamais craser, c'est même l'armée qui toujours continue là. Il y a une nouvelle génération, mais structure, réseau toujours là. Donc monsieur et Maduro, c'est une des raisons qui fait que ces Cubains ont été fait confiance pour la sécurité, mais il a été trahi. Et non seulement il trahi, mais la trahison était même capable de dire j'aime pas dans Maduro, puisque il connaît chaque déplacement au millimètre près de Maduro. C'est il y a des connaissances. Il y a des informations précises en temps réel. Donc ils ont pénétré le système et le système de sécurité de M. Maduro. Donc maintenant c'était facile. Maintenant ce que je ne comprends pas, c'est que publiquement
Trump avait admis que la CIA était Venezuela pour orchestrer. Donc, on va comprendre que monsieur qui te prendre quand même. Et on prend quand même. Et vivant. Donc, autrement dit, moi-même, c'était pas un monsieur à prendre au sérieux. Parce que tu ne peux pas être comme ça à un point. Là, c'est pas tirer sur ambulance? Soit dit? Est-ce que là, c'est pas tirer sur ambulance? Il va mourir. Si on est qui a arrêté, il va mourir. Est-ce que le mourir? Non, il va mourir. Il va arrêter monsieur, mais c'est un lâche. Il n'aurait pas dû se laisser arrêter et puis arrêter comme ça. Si j'ai été pour Salvador Allende, il était pour Salvador Allende vivant, même Hitler, ils n'ont pas pu prendre Hitler vivant. Oui, mais il y a des combats qui ont fait. Je me t'appeler matin, mon histoire, je ne sais pas vraiment si ça passé. Peut-être que si ça n'a pas fait, dis-moi que ça n'a pas fait. Il dit Chavez, c'était une opération presque comme ça que tu n'as pas fait. Il te prend lit et puis soulèvement populaire, peuple vénézuélien t'es campé et puis finalement, ça n'a pas de caractère. C'était dans l'autre contexte. C'est un coup d'État à l'armée a été fait pour Chavez. Un coup d'État. Parce que nous n'avons pas dit fragilité populaire et Maduro autour. Ok, ça, c'était en 2002. C'était un coup d'État que quelques officiers menaient contre Chavez. Mais après quelques heures, coup d'État, c'était qu'il a arrêté Chavez. C'était qu'il a arrêté Chavez. Mais le soulèvement populaire, pas oublier que Chavez pas Maduro. Il y a eu soulèvement populaire, Chavez a gagné, il y a une base populaire que Maduro n'a pas gagné. Donc maintenant, moi je pense que Maduro, il sortit très laid dans cette passée-là. Ce n'est pas un cadavre. C'est un cadavre politique peut-être, mais ce n'est pas un cadavre dans le sens strict du terme là. Ouais. Parce qu'il n'aurait pas dû se laisser prendre quand un coup il prend là. Moi-même, je ne comprends pas. Parce qu'il était au courant des opérations de la CIA là, en dedans Venezuela. Puis il arrêter le kidnapper comme ça. Maintenant, des deux côtés, les États-Unis ont été très bandits dans cette opération, mais en même temps, Maduro lui-même, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur de son statut de président d'un pouvoir révolutionnaire. C'est le pouvoir bolivarien de Chavez. Son pouvoir révolutionnaire. Combien de révolutionnaires on connaît arrêté? Nous pourrions arrêter comme ça. Mais là, c'est peut-être son point de vue, peut-être nécessaire pour nous dire l'autre analyse. Et est-ce que tout pas gagné un désir à travers Jean Webay passé de conserver le régime de faire en sorte que Maduro pas tomber avec le régime de fait c'est vice-président qui remplaçait et américain acceptait que vice-président était là toujours. Mais attends. Aspect ça comme on comprend. Est-ce que son de Dieu américain n'est pas imbécile? Qui pouvoir qui est capable de stabilité dans le pays Venezuela pour le moment à part de pouvoir et bolivarien? Donc, ils ne sont pas stupides. Ils ont laissé la transition, nous avons dit une transition surveillée. Ou pas, Madame Nangueta, fait déclaration, il corrige les déclarations de TFR. Il a dit comme ça que le pouvoir, M. Maduro est toujours le président du pays. Maduro, elle veut avoir des informations que M. Maduro est en vie. Au même moment que M. Trump répond, il dit que s'il est bêtisé là, il peut la passer plus mal que Maduro. Jodi, elle dit que elle a dit que en tout cas son régime est prêt à collaborer avec les Américains dans tout niveau, dans le pétrole, dans toute bagaille. Donc, les Américains, ce que Maduro dit déjà. Ils sont assez pragmatiques pour prendre contrôle direct. Prendre contrôle direct au pays de Venezuela. Vous pensez que son message à faire avec des possibilités de guérilla. Son fuite en avant de la part de Trump, elle dit ça lui-même dans la presse que va diriger Venezuela. Sur l'autre rodomontage de Trump, ça ne pas comprendre la complexité Amérique latine. Est-ce que tu n'as pas lu la note de cette coalition de présidents de gauche d'Amérique latine qui protestait contre le Mexique, si on note, et la Colombie, si on note, ok? Et que même la note a été aussi signée par l'Espagne. Okay? Oui. Que tous les régimes de gauche d'Amérique latine qui dans le voisinage immédiat de Venezuela, nous sortions notre conjointe pour condamner ce kidnapping du président Maduro
pour kidnapper l'action américaine et pour dénoncer aussi cette volonté déclarée des États-Unis de s'accaparer des richesses du sous-sol du Venezuela. On monde qui a pensé que action ça a plagué on la Pérez dans la région au-delà même de l'Amérique latine parce que même monde qui interprétait certaines réactions européennes dans une réaction gouvernement de peur. Mais attendez directeur. Le discours liant après le fin kidnapper Maduro. Qui ça tombe dit? Tu me dis que nous devons passer pour passer Mexique tout. Parce que les dit que le président Mexique là pas contrôler le Mexique, c'est Catel Dobio qui a contrôlé le Mexique. Il dit que le Cuba désormais il va passer pour la question Cuba. Il va même faire gauche fort pour Cuba. Parce que il dit il pas même faire gros effort pour le point Cuba parce que la situation est grave, Cuba a effondré pour Col et puis Colombie. Maintenant, donc vous avez tous ces axes idéologiques de gauche. Quand tu passes par Cuba, tu passes par Colombie, tu passes par Mexique, tu passes par Brésil, c'est tous des gouvernements de gauche, hein. Des gouvernements de gauche et c'est tous des gouvernements menacés par Trump. Par contre, si je scanne assez, pas trop entendu parler de Nicaragua et avec réaction Daniel Ortega. Par contre, beaucoup de pas sous réussi joindre un bagage. Aussi bizarre que ça apparaît, monsieur et président l'ancien Daniel Ortega, remarque un bagage presque en dehors du radar. Tu vois? L'un dehors radar, pour qui raison pas connaître, mais tout simplement, monsieur, il tient le Nicaragua, le régime assez autoritaire, et il n'est pas intimidé devant les Américains. Donc maintenant, ce qu'il y a, les États-Unis devant bloc idéologique en Amérique latine. Donc, les Trump dit comme ça que, pas oublier que première déclaration de Trump, il dit que c'est eux-mêmes qui vont diriger la transition et au Venezuela. Vous entendez? Oui. Nous songez? Oui. Il a dit lui-même qu'ils vont diriger la transition jusqu'à ce qu'il y ait un pouvoir légitime. Donc pour Trump, c'était positionné en tant qu'occupant direct du Venezuela. Je ne pense pas que les États-Unis il y a assez graines pour le mener et une situation comme ça avec possibilité de guérilla qui sortit Colombie. Mais corriger ça me dit tout à l'heure, il paraît que une réaction Nicaragua bon qui pas courir en pile que nous pas en pile. Monsieur Felenio, il dit qu'on s'appelle même à préparer pour traverser et pour évidemment il y a l'armée de la Colombie qui est très infiltrée aussi par les Américains. Très bon, nous connaissons l'armée de la Colombie, c'est l'armée qui est récipiendaire de plus gros aide américaine à tout le continent. Oui, mais pour nous finir, en termes régionaux, qui sont comme perspective après un acte comme ça? Même penser que, même moi, même avant, même haïtien, je ne sais pas que les haïtiens sont contents de cette passé Venezuela. Donc, autrement dit, mon sentiment d'appartenance régionale, et puis il y a le traumatisme historique aussi. De l'impérialisme yankee dans les Caraïbes et l'Amérique latine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de pays à se sentir, pas connaissant et tranquille avec cette opération des Américains. Même si certains là-dedans étaient en silence. Donc, pour Haïti, par exemple. Salvador, On dit même si certains là-dedans étaient en silence, donc pour Haïti, par exemple. Non, mais entre nous. Bien que Soab dit à pas prouvé non la République dominicaine parce que République dominicaine pas veut dire que réjouit de ça qui passe mais il fait connaître que oui, il fait connaître que pas jamais appuyer régime Maduro et puis donc il va reconnaître lui. Attendez, ils ont fait sortir une note très diplomatique, très intelligente, très équilibrée. Ils ont fait sortir une note, ils ont dit qu'ils sont pour le droit, qu'ils sont pour la démocratie. Même si on va appuyer le régime Maduro, mais en implicite, tu vois, il n'y a pas une adhésion à l'action américaine. Ah non, mais pas oublier que la République dominicaine lui-même
Il a collaboré avec les États-Unis dans la démarche contre Venezuela. Oui. La République dominicaine, c'est le seul pays dans les Caraïbes qui arrivait faire succès, qui arrivait faire ce miracle géopolitique. Oui, me préciser que il y a des bails américains, enfin jusqu'à présent, droit pour utiliser l'aéroport dans le cadre de l'opération ça a fait. Non, mais qui ça a fait? Il a empêché qui est-ce qui a armé la République dominicaine, bateau de guerre, avion de guerre, qu'est-ce qui va et vous avez même saisi un avion pour le gouvernement vénézuélien. Ouais. C'est les États-Unis. En fait, l'opération de déstabilisation de Maduro depuis le régime de Donald Trump, Donald Trump 1, c'est ce domaine, oui, c'est commencé. Oui, mais ça, c'est une parenthèse, on retourne sous perspective régionale. Est-ce que le rapport de force que vous décrit là, il va déterminer ça va le passer dans les temps à venir? La République dominicaine a bien joué, de point de vue de la réelle politique. La République dominicaine dit presque fait même jouer où est la Turquie a fait entre la Russie avec l'Occident. Avec l'Occident. C'est-à-dire que la Russie, la République dominicaine continue à copier modèle turc là. Donc, ils n'ont pas allié à personne aveuglément. Ils ont bien à tout le monde, ils ont fait business à tout le monde la caille. Mais maintenant, deux mots de perspective. Vous avez parlé de sentiment régional en général par rapport aux États-Unis. Il y a ce mécontentement. Il y a cette inquiétude dans toute la région par rapport à l'action américaine. Même en Europe, à un certain moment. Oui, mais dans la région, est-ce que Mounio pral aligné et d'autant que nous voyons qu'il y a des gouvernements de droite qui a retourné, est-ce que ça pourra le peser de certains poids dans la période à venir? Mais qui j'aime dynamique régionale là. Mais en 2-3 phrases, vous dites-nous ça, parce que là, il faut nous faire bien émission. Voilà, il va y avoir une résurgence des mouvements et de gauche traditionnelle anti-impériale. Ça, c'est sûr. Parce que nous, en politique, c'est naturel. Dès qu'il y a action, il va y avoir contre-action, c'est force contre force. Donc, c'est-à-dire que les Américains ne seront pas dans la région sur un terrain conquis. Évidemment, ils auront des régimes sympathiques, puisque c'est l'objectif, c'est établir, c'est instituer des gouvernements sympathiques. Donc, ils veulent pour la pression là, pour l'exécuter l'agenda américain, qui sera très très difficile parce que le gouvernement fonctionne toujours avec la toile de fond de la révolution bolivarienne. Je parle du gouvernement qui a remplacé M. Maduro. Ce sera très difficile pour à un certain moment, il va y avoir choc, électrochoc et tout ce que tu veux. Maintenant, pendant un temps, les Américains vont faire du chantage, notamment avec Rubio lui-même qui sont néoconservateurs, qui croient dans l'idéologie changement de régime là, pour capable de mettre des régimes qui se passent à États-Unis, aussi simple que ça. Il y a travail pour ça dans la région. Mais ça va dépendre de est-ce que de point de vue économique, il va y avoir des dividendes de régime de droite ça va bailler, donc ça va passer au niveau de l'Argentine, donc ça va passer au niveau du Chili. C'est au niveau économique que nous allons connaître, au niveau économique et social. Situation interne. Situation interne. Oui, pas bien l'Amérique latine, c'est réalité socio-économique là qui détermine la réalité politique là. C'est ce que je vois. C'est lui-même qui détermine. Avant qu'il soit allé, on a fait regarder, est-ce que ça tout le pape le n'a pas des positions États-Unis dans le dossier Ukraine et dans le dossier Ukraine face à la Russie et dans le dossier Taïwan tout face à la Chine. Nous avons parlé de la question doctrine de Monroe. Est-ce que nous attendons là demain si Dieu veut nous l'Ukraine capituler face à la Russie et puis les États-Unis capables de garder et puis la Chine marcher pour Taïwan? Bon théorie m'a introduit sur les réseaux sociaux et pas moi qui introduit. Nous avons répercuté sur les réseaux sociaux pour haïtiens comprendre. Nous, comme nous avons parlé de lui, la dernière émission nous avons fait, après l'élection de Pékin Grand Pouvoir, nous avons parlé de lui. Et ma pour dire là, ça c'est théorie, qui commençait depuis le fin du 19e siècle, qui traversait le 20e siècle,
et que nous pourrons rejoindre et les différents écrits doctrinaux en matière de géostratégie pendant tout le XXe siècle et même le début du XXIe siècle, de retourner d'actualité avec Donald Trump. Nous mettons la recherche nous après sur Google pour nous capable de comprendre la dynamique que ça a fait. Moi, j'ai écrit un texte sur Facebook sur ça en septembre 2027 qui se passait. C'est ça, le continentalisme géopolitique. Continentalisme géopolitique. Continentalisme géopolitique, là, qui s'allait. C'est un concept que lié. C'est pas un thème que j'ai inventé. C'est un concept de la géopolitique. J'ai l'impression qu'à cause de temps, nous avons retenu le concept là et puis nous avons demandé aux gens pour aller faire recherche, j'en dis en même, et directement sur Internet, là, sous ça, pour faire quelques lectures. Parce que faut nous faire. Là, 2 minutes, je vais résumer. OK? Mais ça veut dire, il veut dire qui ça? Le monde se partage en zones d'influence entre les grandes puissances. L'Amérique aux Américains, l'Asie centrale et aux Russes, ok? Aux Russes, maintenant, la zone du Pacifique, aux Chinois. On m'a parlé dans un langage actuel, ok? Autrement dit, Trump n'a pas de problème pour la Russie de prendre contrôle de l'Ukraine. Il n'y a pas de problème pour contrôler Géorgie. OK? Il n'y a pas de problème même pour contrôler les pays, ça, la Transnistrie là, comme la Moldavie, pour contrôler la Moldavie, la Transnistrie sont passés dans le pays qui déclaraient sécession par rapport au reste de la Moldavie. Il n'y a pas de problème ça. Mais il n'y a pas de problème non, avec l'idée aussi que les Chinois et les Russes, pas de problème si au même tour, ils prennent contrôle de toute l'Amérique latine, là, avec Caraïbes. Là. C'est ça, continentalisme géopolitique. Là. Chaque monde met dans son pâturage. Chaque boule brûle dans son pâturage. Mais je me réserve vraiment pour poser d'autres questions que l'intervention a fait la susciter, la réaction et qui va le combat autour et par rapport à ça on décrit là. Donc, en fait, vraiment, c'est un débat qui en continue, d'autant que nous pensons que les jours qui pourraient le passer, pourraient porter l'autre élément pour nous discuter. Et c'est certainement une question qui a pas l'ordre du jour pour un bon temps encore. Moi-même, on va regarder ce qui a passé en Ukraine pour nous dire, pour nous confirmer ou pas, est-ce que nous retournons à l'ère du si je traduire en français, je de géopolitique continentale. Voilà. Continentaliste. Géopolitique continentaliste, ça veut dire que son géopolitique basée sur sphère d'influence, le monde partagé entre des sphères d'influence avec des puissances régionales. Maintenant, si Trump contestait, si l'Europe avec Trump continue à contester le contrôle que la Russie besoin faire sur l'Ukraine, ça veut dire que nous parlons continental géopolitique là vraiment, Trump veut contrôler le continent américain, en même temps, il veut contrôler l'autre région, donc il y a toujours une tendance à l'unipolarité qui était de mise pendant après la fin de la guerre froide, pendant les 20 ans, les 20 dernières années, il parle en multipolarité que monsieur chinois avec poussé à préconiser, je ne dis pas. Donc, ensuite, ça va passer en Ukraine, dans le Cabinio, pour connaître exactement de quoi il en est en matière de géopolitique continentale. Merci beaucoup. Encore merci et encore nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Merci à tous les amis, merci à tous les auditeurs. Bon après-midi. Merci de m'avoir invité. Merci. C'était Dali Valère, politologue, éditorialiste. Bien, nous pas arrêté encore. Pratiquement, on a dit nous avons 2 interlocuteurs et c'est tout sujet ça qui occupe l'esprit de tout le monde. Chalmers et puis Dali Valais. Sujet qui concernait donc capture Maduro, il y a monde qui parlait de enlèvement, l'autre qui parlait de kidnapping Maduro avec Madame Ni en Venezuela dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026 et Kounia paraît devant le tribunal et il y a pour retourner encore en mars prochain, 17 mars. Entre-temps, il a plaidé non coupable d'après information accusation que de nous avons. Voilà, accusation, c'est accusation de trafic
de drogue et vous parlez de narcoterrorisme en général. Donc voilà, et c'est à suivre puisque ça nous dit là avec tous deux interlocuteurs nous, c'est pratiquement introduit débat parce que il y a en pile aspect pour monde discuter sur la question. Ça nous dit passer une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée. Nous remercions en pile de ce côté suivre première émission ça demain. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas nous. C'est l'idée pas parole clé. Dans respect, n'a dénoncé, reconnaître, j'ai fort qu'a fait. Et j'ai le moment plus d'accord. Non, moi pas tous les coins. Où y a moi ouais haje. J'aime te supposé méfier. Les autres qu'on a dit ça ou fait. Pas dit cette tentation. T'es pas même mille façons. Pouvez bon moi. Pour dire ce qui ne va pas bien. Est-ce que on connaît? Yon fois dans la vie où qu'a dit me néglige. Sous Alter Radio, l'IFE disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toute question. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'al pi loin. Bienvenue à cette cérémonie de la célébration de la proclamation de notre indépendance. En ce 1er janvier 2026, où la nation commémore la proclamation de son indépendance, nous nous souvenons avec fierté du courage, du sacrifice et de la détermination de nos ancêtres fondateurs qui ont offert au monde un message universel de liberté, de dignité et de souveraineté. Dans ce moment de mémoire et d'espoir, nous aurons l'honneur d'entendre le message du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Laurent Saint-Cyr. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir avec tout le respect lié à la solennité de cette journée le message du coordonnateur du CPT. Madame et messieurs collègues conseillers présidents, monsieur Premier ministre là, monsieur Président Cour cassation, mesdames, messieurs membres gouvernement, mesdames, messieurs membres corps diplomatique là, mesdames, messieurs membres organisation internationale, mesdames, messieurs représentants corps consulaire, mesdames, messieurs représentants tout grand corps l'État, madame secrétaire générale de la présidence là, monsieur secrétaire général conseil ministre là, mesdames, messieurs grand commis l'État, monsieur commandant en chef force l'armée d'Haïti à gros état-major,